Observez notre univers, ses galaxies, notre système solaire et la Terre. Les continents, les mers, l'atmosphère, la vie, quelles en sont leurs origines? Depuis notre petite planète, nous pouvons contempler le cosmos, ses milliards d'étoiles et de galaxies. Mais il y a un peu plus de 13 milliards d'années, notre univers était si petit qu'il tenait dans la paume de la main. C'est à partir de cet univers en gestation que se sont formés d'abord les étoiles, les galaxies, puis tous les ingrédients nécessaires à la vie. Le calcium de nos os, le fer de notre sang, tous les atomes de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons, et les matériaux dont sont faites nos villes et nos machines. Ensemble, nous allons voyager à travers l'espace et le temps, à la découverte des origines de l'univers. Et vous faire imaginer la naissance du cosmos, mais aussi sa mort. Tout ce qui nous entoure est fait de matière qui elle-même est constituée de molécules elles-mêmes formées par des atomes. Regardez cette voiture. C'est un modèle décapotable de 1956. Elle a été construite à l'aide de matériaux comme l'acier, le caoutchouc et le verre. À y regarder de plus près, nous observons que ces matériaux allient différents éléments tels que le fer, le silicone, le chrome et le carbone. Chacun des atomes de cette voiture doit sa naissance à notre univers. Le physicien Lawrence Krauss cherche à déterminer l'origine de tous les atomes de notre planète. Nous venons en partie des étoiles et en partie du Big Bang. La plupart des atomes de notre corps viennent du cœur des étoiles, mais certains existaient déjà lorsque l'univers en était encore à ses balbutiements. Cela fait de nous de véritables êtres cosmiques. Tous ces atomes se sont formés durant les milliards d'années d'évolution de notre univers. Prenez cette voiture par exemple. Tous ces atomes viennent d'étoiles qui ont évolué, qui ont explosé ou qui se sont transformées en supernova. Toutes ces particules ont été créées à différentes étapes d'évolution de l'univers. Pour mieux comprendre comment l'univers a pu créer la matière, nous devons remonter le temps jusqu'à la naissance du cosmos. Au commencement, il n'y avait rien, ni espace, ni temps. Et la lumière fut. Un tout petit point lumineux apparaît. Il est extrêmement chaud. À l'intérieur de cette minuscule boule de feu, il y a déjà tout notre espace. Nous sommes à l'aube des temps. L'horloge de l'univers est en marche et le cosmos peut commencer son expansion. Si l'on remonte au tout début du Big Bang, à l'instant T0, tout notre univers, tout ce qui nous entoure, toute la matière et toute l'énergie de nos galaxies, tout cela était concentré dans un espace plus petit qu'un atome. L'idée que notre univers était minuscule à sa naissance provient des travaux extraordinaires de l'astronome américain Edwin Hubble. Dans les années 1920, la plupart des astronomes pensaient que toutes les lumières que l'on voyait la nuit représentaient des étoiles qui faisaient partie de notre galaxie, à savoir la Voie lactée. Mais Hubble n'est pas convaincu. Il se met à observer un nuage lumineux plus connu sous le nom de nébuleuse d'Andromède et il réussit à démontrer qu'il s'agit d'une agglomération d'étoiles, une autre galaxie très éloignée de la nôtre. Edwin Hubble prouve que ces autres galaxies s'éloignent de notre Voie lactée et que plus elles sont distantes, plus elles semblent se déplacer rapidement. Ainsi, si l'univers est en expansion, il est logique de penser qu'il devait être plus petit dans le passé.
Mais cette évolution devait bien avoir un point de départ. Ainsi naît la théorie du Big Bang. Le physicien David Spergel est un spécialiste du Big Bang. La théorie du Big Bang n'explique pas les origines de l'univers. Elle porte davantage sur son évolution. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé au moment du Big Bang. Mais les scientifiques ont la certitude qu'une fraction de seconde après la naissance de l'univers, cette minuscule boule de feu avait déjà commencé à s'étendre. Nous ignorons comment l'univers est né. Alors nous faisons commencer notre histoire à 1 milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de minute après sa naissance. L'univers était plutôt jeune et il avait la taille d'une bille. Un trillionième de seconde après le Big Bang, cet univers pas plus gros qu'une bille est très instable et connaît une énorme poussée de croissance. Pendant cette expansion extrêmement rapide, l'espace se déplaçait à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Regardez cette boule de verre gonflée. L'univers s'est étendu de la même manière, dans toutes les directions à la fois. Et à mesure qu'il s'est dispersé, sa température a refroidi. 1 trillion de secondes après le Big Bang, l'univers était assez petit pour tenir dans la paume d'une main. Et une infime fraction de seconde plus tard, il atteint la taille de la planète Mars actuelle. En une fraction de seconde, le tout jeune univers est 80 fois plus gros que la Terre. À 1 trillionième de seconde après le Big Bang, le cosmos continue de s'étendre. Mais il ne contient pas encore de matière. Il est fait d'énergie à l'état pur. La célèbre équation d'Albert Einstein, E égale mc2, a prouvé que masse et énergie sont interchangeables. C'est grâce à cela que nous construisons nos armes de destruction massive. Cela nous a également révélé comment l'univers a donné naissance à la matière. Lorsqu'une bombe atomique explose, une petite quantité de matière se transforme en énergie avant d'être réduite à néant. Durant l'enfance de l'univers, c'est le phénomène inverse qui s'est produit. L'énergie s'est transformée en particules de matière. Mais un incident est alors survenu. L'univers a créé la matière, mais aussi son pire ennemi, l'antimatière. Lorsque les deux se rencontrent, elles s'annulent. Ce cosmos tout neuf est aussi un champ de bataille, le théâtre d'une guerre sans merci entre matière et antimatière. Si elles avaient continué à s'annuler ainsi, l'univers serait resté à l'état d'énergie, sans galaxies, sans étoiles, sans planètes et sans la moindre source de vie. Heureusement pour nous, il existe alors un infime déséquilibre. Pour 100 millions de particules d'antimatière, il y a 100 millions et une particule de matière créée. À chaque fois, il y avait cette particule de matière en plus. Et ça a suffi à créer tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Ce léger déséquilibre est à l'origine de tout l'univers qui nous entoure. Les galaxies, les étoiles, les planètes, mais aussi les voitures décapotables, sans oublier les matières organiques comme nos propres corps. C'est ce que nous explique Carlos Frenk, professeur d'astrophysique à l'université de Durham en Angleterre. Nous sommes issus du choc entre matière et antimatière. En fait, nous sommes ce qui reste de cette confrontation. Si l'univers n'avait pas connu cette légère asymétrie entre matière et antimatière, l'espace aurait été beaucoup plus ennuyeux. Il n'y aurait pas eu la moindre structure, il n'y aurait jamais eu de galaxies, il n'y aurait jamais eu de planètes. La nature exacte de ce tout jeune univers est une énigme pour les cosmologistes, et ce, depuis les débuts de la théorie du Big Bang. Aujourd'hui, l'un des plus gros laboratoires de la planète est capable de reproduire les conditions dans lesquelles l'univers a évolué quelques instants après le Big Bang. Voici le seul collisionneur d'ions lourds au monde. On l'appelle le RHIC. Il se trouve au laboratoire national de Brookhaven à Long Island. C'est presque une machine à voyager dans le temps. Elle nous ramène à 10 millionièmes de seconde après le Big Bang.
Ici, des scientifiques comme Todd Satogata accélèrent des particules subatomiques à une vitesse proche de celle de la lumière pour les faire s'entrechoquer. À l'intérieur d'un tunnel circulaire de 4 km, les particules courent l'une vers l'autre au rythme extraordinaire de 78 000 fois par seconde. Elles se rencontrent à l'intérieur d'un immense détecteur, plus grand qu'une maison de 3 étages. Lorsqu'elles s'atteignent, les particules génèrent une chaleur inouïe, tout comme l'univers à ses débuts. On pense que l'univers était extrêmement chaud, des milliards de fois plus chaud que le centre du Soleil. En faisant s'entrechoquer ces noyaux, on fait fondre la matière. La température est alors très élevée. Cela nous donne une idée de ce qu'était l'univers au tout début. Lorsque les particules se heurtent les unes aux autres, elles explosent en formant une pluie de particules plus petites encore. C'est comme si on découvrait la mécanique des voitures en les faisant foncer les unes contre les autres. On peut projeter 2 voitures de course l'une contre l'autre et examiner l'impact. Si on recommence plusieurs fois, on pourra observer différentes pièces éjectées au moment du choc. Ici un pneu, là un radiateur. Ainsi on connaîtra toutes les pièces qui forment une voiture de course. Lors de ces collisions à très haute température, les scientifiques de Brookhaven assistent à la naissance d'une toute nouvelle forme de matière qui vient remettre en question toutes les autres théories. Parce que cette nouvelle matière n'est pas un gaz, c'est un liquide. Et c'était très chaud. 1 million de fois plus chaud que la surface du Soleil. Il y a tant d'énergie dans ce petit univers que les particules vibrent à une vitesse qui leur interdit toute forme d'adhérence. Il n'y a pas de friction. Toutes circulent de manière parfaitement fluide. Ce liquide était parfait, sans la moindre viscosité. Ce serait l'huile de moteur idéale si sa température n'était pas de 1000 milliards de degrés. À l'intérieur du collisionneur, cet univers liquide revit l'espace une fraction de seconde. Les scientifiques de Brookhaven ont ainsi réussi à reconstituer les conditions d'évolution de l'univers il y a 13 milliards d'années. L'univers était donc un liquide parfait, en pleine effervescence, et rempli de particules subatomiques qui, en s'entrechoquant, libéraient de l'énergie. Mais cette quantité d'énergie était telle que sans un ralentissement considérable, les particules ne se seraient jamais réunies pour former les atomes, les briques élémentaires de la matière. Et l'univers n'aurait jamais abrité des galaxies ou des étoiles, et nous n'aurions jamais existé. À cet instant précis, l'univers est vieux d'1 millionième de seconde. Il est passé de la taille d'un petit atome à 8 fois notre système solaire. Après toute l'agitation de cette infime fraction de seconde, l'espace est devenu relativement calme. Dans les 3 minutes qui ont suivi, le cosmos s'est refroidi. Les protons et les neutrons ont pu s'assembler et former les premiers noyaux atomiques, l'hydrogène et l'hélium. Il ne s'agit pas encore de véritables atomes. Il leur manque un ingrédient capital, l'électron. Les électrons foisonnent dans cet univers encore tout neuf et bouillonnant. Mais la température y est encore trop élevée et les électrons se déplacent bien trop vite pour pouvoir se lier aux autres particules. Cette situation va durer plus de 300 000 ans. 380 000 ans après le Big Bang, l'univers a atteint la taille de la Voie lactée. Cette expansion a entraîné une baisse de la température qui est passée de plusieurs millions de degrés à quelques milliers seulement. Ce refroidissement a fait ralentir les électrons. L'univers allait enfin accueillir ces véritables éléments atomiques. L'un des scientifiques qui a découvert cette étape capitale dans la formation de notre univers s'appelle Arno Penzias. Nous sommes en 1963 dans le New Jersey. Arno Penzias, 30 ans, et Robert Wilson, 27 ans, élaborent un nouveau modèle d'antenne. À l'origine, les 2 hommes sont censés travailler sur les ondes radiospatiales. Mais par accident, ils vont faire l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'astrophysique. En testant leur matériel, ils entendent un bruit de fond inattendu.
Il y avait un autre signal et apparemment il venait du ciel. On a éliminé tous les facteurs d'origine terrestre et même de notre système solaire parce qu'on a travaillé à la fois en hiver et en été. Ce n'était dû ni aux variations climatiques ni à une erreur humaine dans la fabrication de nos équipements. On a éliminé toutes ces hypothèses. En désespoir de cause, les deux scientifiques se demandent si ce signal n'a pas une origine plus terre-à-terre. Ils finissent par découvrir que des pigeons ont fait leur nid sur l'antenne et que celle-ci est recouverte d'excréments. Les oiseaux sont peut-être derrière ce mystérieux signal. Et il n'y a qu'une seule solution, faire le ménage. On a commencé à enlever les crottes de pigeons, ce qui voulait dire qu'il fallait se débarrasser des volatiles eux-mêmes. C'était plutôt difficile parce qu'ils avaient tendance à revenir, mais on a fini par réussir à les déplacer vers un autre site. Mais une fois les pigeons partis, le mystérieux signal demeure identique. Par conséquent, il n'y avait qu'une seule conclusion possible. Ces ondes devaient venir du ciel. Je ne trouvais pas la moindre explication. Le signal d'Arno Penzias et Robert Wilson allait être l'une des découvertes les plus importantes de tous les temps. Mais la clé de ce bruit de fond n'a rien à voir avec les ondes sonores. Il s'agit plutôt de la naissance de la lumière. Nous considérons aujourd'hui la lumière comme une évidence. Pourtant, il y a 13 milliards d'années, l'univers n'était qu'un vaste brouillard où la lumière était prisonnière. Imaginez une lampe électrique dans un nuage de fumée. La lumière rebondit sur les particules. Elle est prise au piège. L'univers était tout récent et sa température extrêmement haute. Il y avait un brouillard d'électrons très dense qui empêchait la lumière de passer. Mais à mesure que l'univers s'étend, il se refroidit et les électrons ralentissent leur mouvement. Les protons s'accrochent aux électrons et forment les premiers atomes d'hydrogène et d'hélium. Soudain, l'univers compte bien moins d'électrons en liberté. Le brouillard se dissipe et la lumière n'a plus d'obstacle. Elle se répand dans l'infini dans un éclat aveuglant. Si on avait été là, on aurait vu cet univers opaque devenir transparent tout d'un coup. Le brouillard se serait levé et on aurait vu cet éclair de lumière partout autour de nous. Ça a dû être un moment extraordinaire. Avec le temps, cet immense éclat a perdu en intensité et en chaleur. Il s'est transformé en micro-ondes. C'est cette même micro-onde vieille de 13 milliards d'années qui se cachait derrière le signal qu'Arno Penzias et Robert Wilson ont capté sur leur antenne. Ce qu'ils ont entendu, c'est l'écho de l'instant où l'univers a formé ses premiers atomes. C'est vraiment la lumière des débuts de l'univers. Si vous avez un vieux poste de radio FM, vous pouvez vous amuser à tourner les boutons entre les fréquences. Lorsque vous êtes sur une plage qui n'est pas occupée, vous entendez un bruit qui fait... Si vous avez un bon poste de radio, alors un demi% de ce... est en fait l'écho du Big Bang. Nous pouvons également observer au quotidien le moment où les premiers éléments sont venus au monde. Par exemple, lorsque nos télévisions ne sont pas réglées sur une chaîne en particulier. Certains des parasites que l'on y voit font partie des ondes émises il y a 13 milliards d'années. Mais ces ondes ne sont pas les seules traces de l'apparition de l'univers. L'eau en est un autre vestige. C'est fascinant. À chaque fois que nous buvons un verre d'eau, nous avalons des atomes qui datent du Big Bang, c'est-à-dire des atomes d'hydrogène. Durant les millions d'années qui ont suivi le Big Bang, l'univers a continué son expansion. Il s'est refroidi et assombri. Jusque-là, il n'y avait que des atomes d'hydrogène et d'hélium. Mais notre monde actuel abrite plus de 100 éléments atomiques différents. Sans cette diversité, l'univers serait morne et sans intérêt. Il n'y aurait que du gaz et aucune matière complexe qui puisse permettre aux planètes, aux voitures et aux hommes de voir le jour. Pour la fusion des atomes d'hydrogène et d'hélium, la présence des étoiles est indispensable. À 200 millions d'années,
la taille de l'univers est de plusieurs milliards d'années-lumière. Sa température est si basse, moins 221 degrés Celsius, qu'elle est plus froide que l'azote liquide. Cela aurait pu rester un endroit sinistre et sombre avec du gaz pour seul habitant. Un monde sans planète ni étoile. Mais une circonstance bien particulière va intervenir. À sa naissance, l'univers n'est pas parfait. Carlos Frenk a mis au point une reconstitution en 3 dimensions de la croissance de l'univers. Nous pouvons constater qu'après le Big Bang, notre monde est loin d'être lisse. Certaines fissures sont apparues. Elles étaient toutes petites, vraiment minuscules. On peut dire que le bébé univers avait des taches de naissance sur le visage et que ces taches sont devenues les galaxies que nous connaissons aujourd'hui. Sans ces failles, l'espace aurait été ennuyeux à mourir. Les premières traces de ces futures galaxies ont été trouvées par les scientifiques qui ont examiné l'écho du Big Bang via les ondes découvertes par Arno Penzias et Robert Wilson. Selon Penzias et Wilson, l'onde qu'ils avaient découverte était uniforme. Alors, pendant 25 ans, les cosmologistes ont tout fait pour trouver de petites variations dans l'écho du Big Bang. Et ils en ont trouvé grâce à la sonde WMAP, une sonde spatiale conçue pour détecter la moindre variation parmi les micro-ondes de l'univers. Lancée en 2001, cette sonde à 150 millions de dollars abritait les instruments les plus précis jamais envoyés dans l'espace. Nos yeux ne peuvent observer que les étoiles les plus évidentes. Mais la sonde WMAP peut capter les micro-ondes les moins perceptibles. Une fois en orbite autour du Soleil, elle a pu recevoir cette onde très légère qui parcourt l'univers depuis l'aube des temps. Cette micro-onde que nous observons, c'est quelque chose qui nous entoure depuis le demi-million d'années qui a suivi le Big Bang. Au début, l'univers observable sur ces ondes était plutôt insipide. C'était le même partout. Mais la sonde WMAP a affiné notre vision et ses résultats sont spectaculaires. En réalité, dans sa jeunesse, l'univers n'avait rien d'insipide. Il était même parsemé de nuances. Ces nuances nous révèlent l'existence de variations de densité. On peut savoir combien il y en avait et quelle différence il y avait d'un endroit à un autre. Les zones les plus denses allaient s'effondrer sur elles-mêmes pour former des petits groupes de galaxies, puis des petits groupes de galaxies de plus en plus gros jusqu'à former les galaxies elles-mêmes. Les régions les moins denses allaient devenir les espaces qui séparent les galaxies entre elles. En fait, cette onde représente le lien entre l'univers lorsqu'il était encore un bébé de 500 000 ans et celui que nous connaissons aujourd'hui qui est vieux de 13,7 milliards d'années. Les petits défauts de cet univers naissant vont se transformer en galaxies et en étoiles. C'est l'une des hypothèses les plus extraordinaires de la physique moderne. Les galaxies comme la Voie lactée, qui contiennent des milliards d'étoiles, auraient d'abord été de petites déchirures dans le tissu de l'univers. Ces déchirures sont plus denses que les autres régions du cosmos. Elles sont pleines de nuages d'hydrogène. Le vide qui sépare ces nuages s'agrandit encore et encore tandis que les amas gazeux gagnent en densité et en chaleur. Grâce à la force de gravité, les nuages se rapprochent les uns des autres pour former une sorte de filet. Un peu comme une toile d'araignée. En attirant la matière, ces toiles se transforment en boules et deviennent des galaxies. L'univers a évolué et les atomes gazeux se sont réunis en petits nuages qui se sont effondrés sur eux-mêmes pour devenir des étoiles. Ces étoiles ont formé un disque en constante rotation. Plus tard, ces disques sont devenus des galaxies en spirale comme la Voie lactée. Pendant des millions d'années, les atomes d'hydrogène vont se rapprocher et se réchauffer, puis fusionner entre eux en dégageant beaucoup d'énergie. Ces nuages brûlent dans un immense éclat de lumière. Une étoile est née. Et à cet instant, partout dans l'univers, des millions d'étoiles s'illuminent pour la toute première fois.
L'apparition des premières étoiles a dû être un spectacle extraordinaire. Si on avait été là, on aurait vu une espèce de feu d'artifice avec d'énormes éclairs de lumière. Les étoiles naissaient les unes après les autres et commençaient à se consumer. 1 milliard d'années après le Big Bang, l'univers atteint un diamètre qui est des trillions de fois supérieur à sa taille d'origine. Il abrite de nombreuses étoiles toutes neuves, faites d'hydrogène et d'hélium. Mais ces étoiles n'ont rien à voir avec notre Soleil. Elles sont très instables. Mais c'est grâce à cette instabilité que l'univers est devenu si fascinant. Car à l'intérieur de chaque étoile, il se passe une chose à peine croyable. Ces astres donnent naissance à de nouveaux éléments. La théorie selon laquelle les atomes viennent des étoiles a été mise au point par l'astrophysicien britannique Fred Hoyle, l'un des plus grands astronomes du XXe siècle. Il ne pense pas que l'univers est né d'une explosion seule et unique. D'ailleurs, il considère que le terme de Big Bang est risible. Fred Hoyle veut savoir d'où viennent les éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Il découvre que les étoiles fonctionnent un peu comme des réacteurs nucléaires. Ce sont des sortes de bombes à hydrogène qui fonctionnent au ralenti. Mais elles sont 100 fois plus puissantes. Et leurs déchets nucléaires sont en fait de nouveaux éléments. Mais il a fallu des années avant que les scientifiques valident cette théorie grâce à l'étude de la lumière des étoiles. Lorsqu'il chauffe, chaque élément émet une lumière à une fréquence qui lui est propre. Par exemple, prenez les ampoules à sodium des lampadaires. Elles émettent une lumière jaune qui est particulière au sodium. C'est la même chose avec les étoiles. Regardez le Soleil. Si l'on examine le spectre de sa lumière, on peut voir des lignes qui ressemblent à un code-barre et qui correspondent chacun à un élément différent. Comme chaque élément a sa couleur, les chercheurs peuvent les identifier. L'hydrogène, par exemple, émet une lumière rougeâtre. En 1990, la NASA a lancé le télescope spatial Hubble, afin de lever le voile sur les mystères des débuts de l'univers. Hubble promettait aux scientifiques des images inédites des premiers pas de notre monde. Le télescope devait nous transporter à travers l'espace et le temps en observant de jeunes étoiles pour voir si elles formaient de nouveaux éléments. Mais ce rêve se transforme en cauchemar. Après son lancement, on découvre que le miroir d'Hubble est tordu. Toutes ces images sont floues. Il lui faut des lentilles de correction. Et le seul moyen de remédier au problème est d'envoyer une autre navette spatiale. Parmi les réparateurs, il y avait l'astronaute Jeff Hoffman. On travaillait sur un télescope à 2 milliards de dollars et on n'avait qu'une peur, c'était de casser quelque chose et d'aggraver la situation. En premier lieu, l'équipe doit récupérer le télescope endommagé. Ensuite, les astronautes accomplissent une mission de réparation inédite dans toute l'histoire de l'espace. Ils commencent par ouvrir les portes d'accès sur le côté du télescope. Réparer Hubble, ce n'est pas vraiment comme réparer une voiture. Quand vous regardez derrière vous, vous voyez l'espace avec la Terre en dessous et les étoiles au-dessus de votre tête. L'équipe de réparation doit faire un travail d'orfèvre dans les conditions les plus difficiles qui soient. Quand on sort dans l'espace, on porte un costume avec des gants épais et très rigides. Essayez de vous imaginer en train de travailler avec de grosses moufles de sport d'hiver. Ce n'est pas évident. Tout se déroule bien jusqu'à ce que Jeff Hoffman tente de refermer les portes d'accès. Il fallait que je referme les portes. Et quand j'ai essayé, je me suis rendu compte qu'elles ne se fermaient pas correctement. Elles s'étaient déformées. J'ai mis du temps à réaliser toute l'ampleur du problème. Il faut savoir que si on ne peut pas refermer les portes, le télescope est perdu. En utilisant les outils qu'ils avaient sous la main, Jeff et son coéquipier finissent par fermer les portes.
L'équipe met 5 jours pour réparer le télescope. Les cosmologistes du monde entier retiennent leur souffle. Le télescope le plus cher jamais construit allait-il respecter toutes les promesses de ses concepteurs? Je m'en souviens très bien. On allait fêter le Nouvel An. C'était le 31 décembre 1993. Mon téléphone a sonné. C'était un vieil ami qui travaillait au STSCI à Baltimore. Il m'a demandé « Jeff, il te reste du champagne ?» Je lui ai répondu « Oui, il me reste une bouteille au frigo. » Alors il m'a dit « Tu peux l'ouvrir et te servir une coupe parce qu'on a récupéré les premières images d'Hubble et ça marche. » Voici ce qu'Hubble a vu. Ces images dépassent les rêves les plus fous. Le télescope a capturé les derniers instants de la vie d'une étoile, au moment où elle explose dans un nuage de gaz et de poussière. Hubble a aussi immortalisé les crèches de l'univers, les explosions qui ont marqué la naissance de plusieurs étoiles il y a des milliards d'années. Il a pu observer de sombres colonnes de poussière prêtes à engendrer une nouvelle génération d'étoiles et de planètes. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux que les piliers de la création dans la nébuleuse de l'Aigle. On pouvait assister à la naissance des étoiles. C'en était presque biblique, vous savez, que la lumière soit. D'ailleurs, j'en ai encore la chair de poule quand je revois ces images. Mais la véritable heure de gloire d'Hubble n'est pas encore arrivée. En 1995, pendant 10 jours, les responsables de la mission pointent le télescope vers un espace vide au loin. C'est ce qu'on a appelé le champ profond d'Hubble, toute une galerie d'astres très éloignés. L'œil du télescope ramène des images du passé lorsque les premières galaxies et les premières étoiles sont venues au monde. On a découvert des milliers de galaxies qu'on n'avait encore jamais vues. L'univers est devenu bien plus riche dans notre imaginaire à partir du moment où on a découvert les premières images du champ profond d'Hubble. Pour la première fois, nous avions des images des galaxies telles qu'elles se sont formées à peine 1 milliard d'années après le Big Bang. Les scientifiques examinent le spectre émis par ces galaxies lointaines et arrivent à la conclusion qu'elles ont déjà formé des éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Fred Hoyle s'est peut-être trompé sur la naissance de l'univers, mais il avait parfaitement raison à propos des étoiles. Elles fonctionnent effectivement comme d'immenses réacteurs thermonucléaires et ce sont elles qui ont créé les nouveaux éléments. Pour bien comprendre la création de ces atomes, on peut s'imaginer une chaîne de montage automobile sur laquelle on ajoute chaque partie individuellement jusqu'à ce que le véhicule soit terminé. Les processus de fusion qui ont lieu à l'intérieur de ces jeunes étoiles libéraient une énergie et une chaleur énormes, ce qui amène d'autres atomes à fusionner. Et c'est ainsi que les éléments lourds sont nés les uns après les autres. 3 noyaux d'hélium se sont réunis pour former le carbone, puis 2 noyaux de carbone ont donné naissance au magnésium, qui à son tour a engendré le néon et ainsi de suite pendant des centaines de milliers d'années jusqu'à ce que 2 atomes de silicone fusionnent et forment le fer. L'atome de fer est très particulier. Au sein du noyau, les protons et les neutrons sont solidement attachés les uns aux autres. Ainsi, même les très hautes températures des étoiles ne peuvent pas les forcer à fusionner pour créer des atomes plus lourds. Le fer reste le fer. C'est la fin du parcours. La chaîne de montage des éléments s'arrête. Mais notre univers n'est pas encore terminé. Il y a tous les ingrédients pour fabriquer un verre d'eau. Et même quelques-uns pour construire notre décapotable. Il y a aussi beaucoup d'éléments indispensables au corps humain. L'oxygène que nous respirons, le calcium de nos os et le fer qu'il y a dans notre sang. Mais il manque encore des ingrédients essentiels tels que le chrome des ailes de notre voiture et d'autres éléments comme le zinc sans lequel notre corps ne pourrait survivre. L'univers s'apprête à entrer dans une phase créatrice hors du commun durant laquelle tous les éléments plus lourds que le fer vont voir le jour. Les pièces manquantes du puzzle arrivent grâce aux explosions les plus extraordinaires que l'univers ait jamais connues. À son 500 millionième anniversaire, il faudra encore attendre 13 milliards d'années avant que les humains n'apparaissent sur Terre.
Les étoiles géantes ont fabriqué beaucoup des éléments qui nous entourent. Mais à ce stade, certains atomes indispensables manquent encore à l'appel. Les métaux lourds comme le chrome et le zinc et les métaux de valeur comme l'or et le platine. Pour terminer le travail, un phénomène cosmique presque aussi impressionnant que le Big Bang lui-même va intervenir. Il s'agit de l'explosion des supernovas. Une fois que ces étoiles géantes ont livré tout leur patrimoine, elles s'effondrent sur elles-mêmes, ce qui libère une énergie incroyable avant de causer une énorme explosion. Ces explosions sont si puissantes qu'elles parviennent à faire fusionner des atomes plus lourds que le fer. La chaîne de production des éléments est relancée. Tony Mezzacapa travaille au laboratoire national d'Oak Ridge dans le Tennessee. Il croit que sans ces explosions stellaires, la vie elle-même n'aurait pas existé. La vie telle que nous la connaissons n'aurait sûrement pas pu apparaître sans ce phénomène d'explosion des supernovas, on peut l'affirmer sans le moindre doute. Cela fait partie de la chaîne d'événements qui a mené à notre naissance et qui a démarré avec le Big Bang lui-même. L'une des supernovas les plus récentes et les plus proches de notre galaxie a été observée dans l'hémisphère sud en 1987. Lorsqu'une supernova comme la 1987A explose, elle émet une lumière avec la signature des éléments qu'elle contient. En examinant le spectre de cette lumière, les scientifiques peuvent déterminer les atomes créés par l'explosion de cette étoile géante. Michael Smith, du groupe d'astrophysique expérimentale d'Oak Ridge, a recréé ces événements à l'intérieur de son laboratoire. Dans cette tour de 30 mètres, il provoque l'accélération de particules qu'il fait s'entrechoquer exactement comme dans une supernova. Ces noyaux subatomiques sont indispensables à la formation des éléments les plus lourds de l'univers. En principe, on mesure à quelle vitesse exacte ces noyaux fusionnent lorsqu'ils sont en laboratoire. Ensuite, on effectue différents calculs et on convertit ces données afin d'estimer à quelle vitesse ils auraient fusionné lors de l'explosion d'une étoile géante. Lorsque ces particules se rencontrent à l'intérieur de l'accélérateur, elles génèrent une énergie hors du commun. C'est dans ces conditions extrêmes que la fusion des particules a lieu. Ensuite, on peut essayer avec des particules différentes pour les voir fusionner. On estime que l'intérieur des supernovas était l'endroit idéal pour donner naissance aux atomes plus lourds que le fer. On pouvait aller jusqu'au bout du tableau périodique des éléments. Grâce aux données obtenues lors de ces expériences, Tony Mezzacapa met au point une théorie qui explique comment ces explosions stellaires sont devenues de véritables usines à éléments. À la fin de leur vie, les grosses étoiles ressemblent un peu à des oignons. Elles ont un noyau en fer et à l'extérieur de ce noyau, il y a différentes couches qui contiennent les éléments plus légers. À l'intérieur du noyau de fer, la température monte à plus de 4 milliards de degrés, soit 300 fois la température du centre du Soleil. Il fait si chaud que les atomes de fer concentrés au cœur de l'étoile sont obligés de se séparer. Le noyau se déstabilise. Les noyaux s'effondrent sur eux-mêmes en une fraction de seconde et la densité de matière devient très importante. Le noyau se replie à presque 70 000 km par seconde. C'est comme si, en un instant, la Terre était réduite à un espace équivalent à environ 5 fois la superficie de Paris. Le noyau devient alors extrêmement dense. Imaginez qu'on prenne 1 centimètre cube de cette matière. Si vous préférez, cela équivaut à un morceau de sucre. Eh bien, ce morceau de sucre aurait une densité si forte qu'il pèserait autant que l'humanité tout entière. Puis, le noyau se détend, comme une boule de caoutchouc sous pression, et il renvoie une immense onde de choc. Cette onde se disperse et traverse tous les niveaux de l'étoile. Au moment où elle atteint les couches externes de l'étoile, la chaîne de production redémarre. Les atomes se heurtent et forment de nouveaux éléments, et tous ces éléments sont plus lourds que le fer. Puis, l'étoile explose, et l'onde de choc éjecte tous les débris qu'elle rencontre, en les expédiant aux confins de l'espace. Au fond, notre existence dépend véritablement des étoiles que l'on peut voir dans le ciel. Sans leur cycle de vie, on peut dire que nous ne serions pas là aujourd'hui.
Ces superbes images, prises par le télescope Hubble, montrent ce qui se passe après de telles explosions. Ce sont des nébuleuses, d'énormes nuages de débris projetés par l'explosion des étoiles. À l'intérieur tourbillonnent des atomes tout neufs, de l'or, de l'argent, du zinc et du plomb. Sans les supernovas, notre monde serait sans saveur et sans vie. Je suis sûr que Paris Hilton ne pense pas à ça tous les jours quand elle se réveille. Mais sans ces explosions stellaires, sans ces 200 millions d'étoiles qui ont explosé et qui nous ont donné la vie, elle n'aurait rien à se mettre. S'il n'y avait pas eu d'explosion de supernova, on n'aurait jamais pu fabriquer le moindre bijou. 9 milliards d'années ont passé depuis le Big Bang. Nous avons tous les ingrédients nécessaires à la vie. L'univers est devenu un immense complexe composé de milliards de galaxies et d'innombrables étoiles. C'est à ce moment-là que dans un petit coin tranquille de la Voie lactée, une masse de poussière et de gaz s'accumule. Elle est pleine des débris projetés par une énorme supernova. Lorsqu'elle atteint sa masse critique, elle commence à brûler et à briller. Une étoile vient de naître. Il s'agit de notre étoile, le Soleil. Les éléments qui restent forment un grand disque en orbite autour de la nouvelle étoile. Grâce à la gravité, le gaz et la poussière de cet anneau se rassemblent. Depuis, ces amas de gaz et de poussière ont grandi et les planètes se sont formées. L'une d'entre elles est devenue notre Terre. Durant 500 millions d'années, notre planète génère une couche de gaz protectrice, l'atmosphère. Les premières formes de vie apparaissent. Au début, ce ne sont que des organismes monocellulaires, mais au fil du temps, ces petites cellules vont se transformer en une forme de vie d'abord végétale, puis animale, et enfin humaine. Nous avons tendance à nous dissocier du reste de l'univers, mais nous avons complètement tort. Nous occupons un rôle capital dans tout cet espace. Et donc, lorsqu'on évoque l'évolution et les origines de l'univers, c'est de nos origines et de notre évolution que nous parlons. Tout ce qui existe sur notre planète a été créé par le Big Bang et par les étoiles. Les scientifiques, comme Lawrence Krauss, pensent connaître la provenance de chaque atome du monde qui nous entoure. Ces atomes sont là depuis la nuit des temps. Vous savez, quand j'étais petit, ma mère me disait « Touche pas à ça, tu sais pas où ça a traîné ». Je pense qu'elle serait étonnée. Mais ce n'est pas le dernier épisode de notre histoire. À près de 14 milliards d'années, notre univers n'en est qu'à ses débuts. Et à présent, voyons ce que l'avenir nous réserve. Notre univers a presque 14 milliards d'années. Il a engendré les matières premières de tout ce qui nous entoure. Les étoiles, les planètes, les arbres, nos villes, nos voitures et nous-mêmes. Notre monde a maintenant tout ce qu'il lui faut. Mais l'univers continue toujours son évolution. Les spécialistes ont élaboré de nombreuses théories sur la manière dont il devrait s'éteindre. On sait que notre univers est né avec le Big Bang. Ce que nous ignorons, c'est ce qui nous attend. Le cosmos va peut-être exploser, se déchirer, ou ce sera peut-être plus original. Il existe une théorie selon laquelle notre univers va perdre son énergie et cesser de s'étendre. Toutes les étoiles, les galaxies, les planètes et même les atomes vont se concentrer en un seul minuscule petit point extrêmement dense. C'est ce qu'on appelle le Big Crunch. Afin de déterminer si notre univers va vraiment se recroqueviller sur lui-même, les scientifiques doivent d'abord savoir s'il continue son expansion ou s'il ralentit. L'astrophysicien Saul Perlmutter s'intéresse à la mort de l'univers. Il recense les phares naturels de l'espace, les supernovas de type 1A. On doit d'abord avoir un nombre suffisant de supernovas. Par la suite, nous mesurons leur luminosité. Plus la lumière d'une étoile est faible, plus elle se trouve loin dans l'espace. À l'inverse, plus la lumière d'une supernova est vive, plus elle est proche de nous. L'intensité de leur rayonnement est proportionnelle à la distance qui nous sépare. Les supernovas de type 1A sont assez semblables à celles qui ont créé les éléments les plus lourds. Mais il y a une différence capitale. Lorsqu'elles explosent, elles brillent toutes exactement de la même manière.
C'est parce qu'elles ont toutes été créées selon le même procédé. Deux étoiles se tournent autour, guidées par la gravité. La première est ramassée, très dense et particulièrement chaude. Elle brille d'un éclat très blanc. C'est ce que l'on appelle une naine blanche. L'autre étoile a acquis une taille gigantesque. C'est une géante rouge qui brûle ses dernières réserves. Les deux astres tournent l'un autour de l'autre. La naine blanche aspire le gaz de sa comparse et grandit année après année. Lorsqu'elle atteint exactement 1,44 fois la masse du Soleil, la naine blanche se froisse. Elle s'effondre sur elle-même avant d'exploser en libérant une énergie aveuglante. Toutes les supernovas de type 1A explosent à partir du même seuil. Elles sont donc toutes aussi brillantes et visibles à travers l'espace. Saul Perlmutter doit trouver des centaines de supernovas de cette catégorie et mesurer leur vitesse de déplacement. Il a allié le télescope le plus puissant à la surface de la Terre et son homologue le plus performant en orbite. Grâce aux appareils de pointe embarqués sur Hubble et au Very Large Telescope, ou VLT, qui se trouve au Chili, l'astrophysicien est parti à la chasse aux supernovas. Lorsque Hubble détecte une source de lumière, Chris Liedman l'examine depuis le VLT afin d'en détailler la composition et de s'assurer qu'il s'agisse bien d'une supernova de type 1A. Là, vous pouvez voir une galaxie assez éloignée. À côté, apparemment, il y a une supernova. L'étape suivante est très importante, car il s'agit de savoir de quel type de supernova il s'agit. Le VLT fractionne la lumière de l'étoile pour nous en donner le spectre exact. On doit pouvoir déterminer le spectre de toutes les lumières que l'on trouve. On recherche les empreintes caractéristiques des supernovas de type 1A. La lumière émise par cette étoile révèle qu'il s'agit bien d'une supernova de cette catégorie. À présent, Chris Liedman calcule la distance de l'étoile par rapport à notre planète. Cette supernova a explosé il y a 7 milliards d'années. En comparant les positions et les dates d'explosion de toutes ces supernovas dispersées dans l'univers, Saul Perlmutter peut effectuer des calculs qui lui permettront de savoir si l'expansion de notre espace ralentit vraiment. Les résultats qu'il a obtenus sont étonnants. Lorsqu'on a commencé ce projet, nous voulions savoir à quel point l'univers ralentissait. Aujourd'hui, on peut dire que d'après nos données, l'univers ne ralentit pas assez pour s'arrêter. D'ailleurs, c'est à peine s'il y a eu la moindre décélération. En réalité, lorsque nous avons terminé nos recherches, on aurait plutôt dit qu'il ne ralentissait pas du tout et qu'au contraire, son expansion s'accélérait. Si l'on en croit cette découverte extraordinaire, l'univers ne va pas s'arrêter et encore moins se recroqueviller pour former un point de matière très dense. Bien au contraire, notre cosmos est en train de se dilater. L'expansion de l'univers va s'accélérer à un rythme exponentiel, et ce jusqu'au moment où il va se distendre. Cela ne concernera pas uniquement les galaxies, mais toute la matière, la Terre et tout ce qu'il y a autour de nous, les étoiles, les planètes, les gens, les atomes, tout cela va finir par se déchirer. Bien après l'extinction de notre Soleil, dans 100 milliards d'années, les galaxies vont se disperser. L'univers sera composé d'étoiles isolées qui perdront leur énergie. Certaines deviendront des naines blanches ou brunes. D'autres s'effondreront et deviendront des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Puis, des milliards de milliards d'années après le Big Bang, même les trous noirs s'évaporeront et toute la matière du monde reviendra à sa forme la plus simple. Les atomes s'éparpilleront. Même les protons qui forment les atomes finiront par disparaître. L'hypothèse la plus probable est aussi la plus terrifiante. L'univers sera froid, sombre et vide. À mesure que le cosmos s'étend et que les galaxies s'éloignent les unes des autres, l'espace se fait plus vide et s'approche de la mort. Notre propre amas de galaxies va s'éloigner à la vitesse de la lumière et il va disparaître du firmament. Au bout du compte, tout va se relâcher et ce sera fini. L'univers s'éteindra.
dépourvu de toute trace de vie, marquant ainsi la fin des temps.